En quête, la draft NBA, on le sait, c'est beaucoup d'incertitudes, mais pour certains joueurs, il faut carrément jouer au détective pour évaluer le niveau. Et c'est très rare, mais cette année, un potentiel top 10 est un peu un joueur mystère. Il est canadien, il s'appelle Shaedon Sharpe, il n'a plus joué de match officiel depuis l'automne 2021. Nous, on a été chercher des matchs, on vous propose son profil dans ce podcast, ça va être explosif, et puis on fera une deuxième partie plus courte sur un autre Canadien mystère, Léonard Miller. Il pourrait aussi s'inviter à la fête le 23 juin prochain, la date de la draft. Shaedon Sharpe, Léonard Miller, deux Canadiens au contour flou, enquête générique. Les enquêteurs ce soir, Alan, Manu, Ben, salut les gars. Salut Alex. Salut à tous. Et un invité aussi pour approfondir, c'est Thomas, vous le connaissez peut-être sur Twitter, il a le pseudo AZK et je connais pas la suite. C'est ça me va. Salut à tous. Merci à toi d'être ici Thomas, grand plaisir de t'accueillir, on t'a invité car tu as la particularité de regarder beaucoup de basketball pré-NCAA avant la fac, soit au lycée, soit dans des compétitions un peu spéciales, on rentre pas dans le détail. Mais vous tous messieurs, vous êtes allés dénicher des matchs pour évaluer ces joueurs avant de tirer le portrait de Shaedon Sharpe. Vous posez peut-être la question, vous qui nous écoutez, comment est-ce qu'un joueur peut avoir le droit de se présenter à la draft sans passer par la NCAA ou la G-League, alors que la règle du one and done, elle est censée être toujours en vigueur. Alan, est-ce que tu peux nous éclairer ? Ouais, bien sûr. En fait, c'est plus une question d'âge et une question de année de diplôme, plus qu'une année plus qu'une histoire d'éligibilité annuelle post-bac, équivalent post-bac, quelque chose comme ça. En fait, ce qui a été fait, ce qu'on appelle le one and done, donc au milieu des années 2000, les gens pensent que c'était pour plus qu'il y ait de passage de lycée à NCAA direct, à NBA direct. En fait, ce qui a été fait, c'est qu'on a l'âge d'éligibilité à la draft, on l'a reculé un peu, ce qui faisait que si les joueurs voulaient se faire voir dans les derniers mois qui précédaient la possibilité d'aller à la draft, il fallait qu'ils aillent à la fac pour de facto pouvoir jouer. Parce qu'ils avaient déjà souvent eu leur diplôme au lycée. Et ensuite, les 6 mois pour certains ou l'année entière, il fallait bien qu'ils la fassent quelque part. Donc en fait, ça arrangeait la NCAA qui récupérait des forts talents, ça arrangeait la NBA aussi, parce que comme ça, ils pouvaient les voir dans un contexte comme celui de la NCAA. Donc un joueur comme Shaedon Sharpe, les gens disent comment il peut faire, il a jamais joué à NCAA. Déjà, il aurait pu jouer à NCAA, parce que c'est un joueur qui a graduate à temps, dans les temps, en réalité, pour pouvoir jouer à NCAA et pouvoir aller à la draft. Et puis, c'est un choix personnel aussi de ne pas avoir joué, parce qu'il aurait pu jouer là, durant le second semestre de la saison 2021-2022. Il était sur le banc à Kentucky, comme un joueur comme Hamidou Diallo avait fait durant l'année 2016-2017. Sauf qu'il a décidé de ne pas jouer pour certaines raisons sur lesquelles on reviendra. Absolument, on y reviendra. Donc la règle, il faut être dans l'année de ses 19 ans, avoir validé son diplôme depuis 1 an. C'est le cas donc de Shaedon Sharpe, arrière, assez grand pour sa position. On va parler de son physique un peu plus tard, mais qui sait déjà ce gars ? Qu'est-ce qu'on sait de lui ? Ben, t'as fait tes petites recherches, t'as lu, t'as vu, t'as écouté sur lui ? Ouais, ça fait un petit bout qu'on en entend parler au Canada. Ça fait depuis en 2000. Ça fait depuis en 2019 où il a participé au FIBA America U16 et il y a eu une espèce de coming out party où est-ce qu'il a un peu traîné l'équipe sur ses épaules et il a montré ses talents. Il a montré ses talents en display devant tout le monde. Depuis ce temps-là, il est monté vraiment sur les radars de toutes les équipes américaines. Et sa candidature a pris de plus en plus d'importance avec les reclassifications de Emoni Bates et c'était qui l'autre qui s'est reclassé? Jalen Duren. Exactement. Il est devenu le numéro 1 de facto de sa classe de... Je m'excuse, il y a un monsieur ici qui me talonne. Ah, on le salue. Ouais, c'est ça. Donc, il vient de London, en Ontario. Il a 18 ans. Il va avoir 19 ans le soir de la draft. Il y a une rumeur folle qui court sur Internet comme de quoi il serait le fils de Shannon Sharpe,
qui est l'animateur d'un ancien joueur de foot américain et l'animateur d'une émission complètement infecte à Fox, dont j'ignore le nom, Undisputed, où il s'engueule avec Skip Bayless où ils font exprès de s'engueuler, lui et Skip Bayless, mais c'est faux. Ce n'est pas le fils de Shannon Sharpe. Si vous voulez trouver l'information, c'est sur le site web de Kentucky. Son père s'appelle Robert Sharpe. Sa mère s'appelle Julia Bell et c'est un couple sans histoire de London, en Ontario, qui est une ville plutôt sans histoire aussi, qui n'est pas un des épicentres du basket au Canada. Mais honnêtement, je veux dire, les gars, vous l'avez vu, là, même si c'était un garçon sans histoire qui vivait en plein milieu d'un champ en Saskatchewan, il aurait été recruté. Là. C'est vraiment une histoire de... puis c'est un jeune garçon très terre à terre, qui est très... il a le genre de mentalité où est-ce qu'il sait qu'il est meilleur que tout le monde sur le terrain. Et je sais que chez les fans froncent souvent les sourcils à cette mentalité parce qu'ils s'imaginent que le joueur est arrogant. Mais pour un joueur d'élite, c'est très, très important d'avoir cette mentalité-là. Il parle de son jeu comme étant un jeu similaire à celui de Bradley Beal et Devin Booker, ce qui est pas faux. Ce qui est pas faux du tout. Je crois qu'il est un tantinet plus athlétique. Lui-même parle, tu veux dire. Pardon? Lui-même parle de son jeu comme ça en disant similaire à Bill. Exactement. Bon, on l'a demandé de décrire son jeu. Puis, il a donné ses étalons de comparaison-là. Pour l'instant, il est un peu plus athlétique que les deux, je crois, mais il est encore beaucoup plus jeune. Donc, moi, je trouve ça très sain qu'il n'ait pas répondu quelque chose comme Kobe ou quelque chose du genre, quelque chose de demeuré dans ce genre-là. Je trouve qu'il y a une bonne comparaison pour son style de jeu. Donc, il a déclaré à la draft il n'y a pas si longtemps que ça. Il a abandonné son éligibilité à Kentucky et il va, d'après moi, être un des 3 ou 4 premiers joueurs draftés. Là. On parlera des projections après. Il a déclaré sa pré-candidature il y a peu de temps. Il a gardé son éligibilité pour retourner à Kentucky. Ah oui, j'avais... Mais ça fait peu de doute qu'il sera candidat, au grand désarroi d'ailleurs des fans de Kentucky. J'ai lu pas mal d'articles là-dessus qui parlent notamment de son mentor, il s'appelle Dwayne Washington, qui a un peu manipulé tout le monde en disant qu'il n'irait pas à la draft, etc. On l'a vu jouer donc en U16, on le disait, avec Team Canada. Alan, où est-ce qu'on l'a vu jouer d'autres? Shaedon Sharpe, et on parle de quel rôle dans ces contextes, quel type de joueur? Moi, je l'ai vu jouer dans 3 contextes différents. Donc, U16 Canada, où Ben l'a dit, c'était pas vraiment le leader pour moi. Il était un peu en complément du duo donc Ryan Nembhard, Caleb Houston. Ryan Nembhard, Caleb Houston, qui sont aussi deux freshmen de NCAA, qui étaient les leaders aussi de Team Canada au U19 l'été dernier, que Sharpe n'a pas fait, pour des raisons que j'expliquerai dans 2 secondes. Il l'a pas fait parce que Sharpe a fait la saison qu'on appelle la saison EYBL 2021, et c'est à cause de cette saison EYBL 2021 qu'il est monté sur tous les rankings et qu'il a vu vraiment sa cote vraiment en flèche. Donc le EYBL, comment on pourrait expliquer ça? C'est un genre de AAU régional, c'est un petit peu tout ce que les scouts européens détestent au premier abord. Alors, comme je l'avais expliqué, il y a du négatif et du positif, mais toujours est-il que pour certains prospects, c'est parfois intéressant de les voir dans ce contexte-là. Et Sharpe, dans ce contexte-là, a été vraiment extrêmement impressionnant. Et on a vu un joueur qui était capable, comme l'a dit Ben, d'exceller sur le pull-up, d'exceller dans la finition au cercle. Et je pense, tout le monde l'a un peu dit, alors le tournoi YBL, ouais, poste 2-3, un peu plus 2, porteur de balle qui était initiateur, ce qu'il n'était pas du tout en U16, et ce qu'il était donc en YBL, et ce qu'il était en high school, le 3e contexte où je l'ai vu, donc en Arizona, Dream Christian Academy, où il jouait avec le français Yohan Traoré, d'ailleurs, c'était un peu les 2 gros prospects de cette équipe, et où il était aussi porteur de balle. Donc en fait, c'est intéressant, il a commencé à 16 ans, plus slasher, off-ball, et en fait, quand il a commencé à grandir et à gagner la dextérité balle en main, dans le circuit un peu américain, il a vraiment commencé à être un porteur de balle, exceller sur le pull-up, finir en altitude, tout ce qui fait qu'il est aujourd'hui pressenti haut, parce que un slasher, ça fait moins rêver qu'un tireur en sortie de dribble. Absolument, on l'a effectivement vu jouer. Le film existe, ce n'est pas un joueur complètement mystérieux.
Alors ça ressemble à quoi sur le parquet? Manu, est-ce que tu peux décrire les qualités principales, on va dire, ce qui saute aux yeux? Bah, ce qui saute aux yeux, déjà, c'est un joueur super athlétique. On le voit d'emblée, dès qu'il a le ballon, il saute super haut, super vite. Donc ça, c'est l'un de ses skills principales. Après, il y a aussi le shooting qui est super impressionnant. Comme l'a dit Alan, sur l'EIBL, il s'est clairement révélé là-dessus. Ou sur sa dernière saison high school aussi, il a 43% à 3 points. Et les stats ESPN donnent 35% sur 107 tentatives. Mais je sais pas trop après sur quoi il se base exactement sur ces tentatives. Est-ce que c'est tout ce qu'il a fait, donc les 3 contextes dont on a parlé, ou s'il y a autre chose, ou s'il y a un peu moins, je sais pas trop là-dessus. Et ce qui saute aux yeux aussi, c'est les outils défensifs. Donc il est peut-être pas forcément toujours dedans en défense, où il peut laisser des fois penser qu'il est pas dedans, qu'il est pas intéressé à la défense, mais il a des super outils défensifs pour sa taille. Donc il a annoncé à 1,98, 2 mètres, pour une envergure à 2,10. Donc ce qui est immense. Et c'est vraiment l'un des skills pour moi aussi qui potentiellement qui peut le faire devenir un joueur impressionnant et qui va gagner ses minutes en NBA grâce à ça. Effectivement, c'est ce que tu avais noté sur ton scouting report qui est sur notre site envergure.co. Vous pouvez vous le mettre sous les yeux en écoutant la deuxième partie de ce podcast. Ce qui est pratique, donc pour en revenir à ça avec la NCAA, c'est que on peut plus facilement évaluer le niveau de la compétition. Thomas, je me tourne vers toi. Thomas, toi qui regardes beaucoup de matchs donc hors NCAA, comment on va jauger le niveau de ces compétitions, le niveau des adversaires de Shaedon Sharpe en fait? Ouais, clairement, c'était de l'high school, donc ça reste entre guillemets plus facile de performer, et c'est le cas de nombreux joueurs, mais il a quand même affronté du vrai beau monde. Sur sa dernière année en high school, il a affronté des programmes comme AZ Compass, Vegas Elite, Wasatch Academy, où ça allait plusieurs fois en prolongation, donc c'était des vrais matchs serrés, avec de la bonne intensité, de la défense correcte. Sinon, lors du Geico, en octobre, il a affronté du très gros prospect, du Mikey Williams. Donc voilà, il y a du très très lourd. Il avait joué 3 matchs, et également c'était le meilleur joueur de la compétition assez largement. On voyait qu'il jouait assez tranquillement. On peut lui reprocher ça également, qu'il joue un peu en marchant parfois. On voyait vraiment qu'il avait cette domination au niveau du talent sur tous les joueurs qu'il a joué. Voilà, il avait joué du Mikey, il avait joué Prolific Prep avec des joueurs comme MJ Rice, Trey White, Adem Bona. Donc il y a vraiment de la belle opposition au niveau high school. Il a montré que c'était le joueur dominant dans chacune de ses match-ups. Lors du EYBL également, en tant que pur porteur de balle, il a été, je crois, élu dans le meilleur joueur, je crois, de la compète. C'était vraiment du très très lourd. Et il a tout simplement dominé la concurrence assez tranquillement, on va dire. Est-ce que ces équipes ont gagné? Au niveau de l'high school, quand il était à Dream City Christian, ça me semblait être une équipe plutôt average face aux grosses schools. Ça faisait des victoires, ça faisait des défaites. C'était pas une équipe surdominante, c'était pas une équipe nulle. Voilà, ça partageait les scores. Pareil au Geico, je sais qu'il avait gagné assez largement contre Mikey, mais ça partageait plutôt les scores. Et pareil il était avec Uplay Canada au Nike YBL. Et pareil, c'était plutôt une équipe dans la tranche moyenne, je dirais. Ils étaient pas dans la phase finale du YBL qui s'appelle le Pitch Jam, Yes. pour les gens, qui avait été gagné par l'équipe de Jalen Duren de mémoire. Et Ouais. Mais en fait, il était pas dans. Il y avait vraiment des équipes avec 3-4 méga prospects. Lui, il était le meilleur joueur d'une équipe où il était un peu plus tout seul, quoi. Ok. Je demandais parce que certains scouts avec qui on a parlé disent qu'une stat est souvent pas assez observée ou mise en avant, c'est la colonne victoire-défaite, tout simplement. C'est pour ça que c'est intéressant de savoir s'il était dans un environnement où ça gagne, où ça perd, et puis comment il se comporte en fonction. La question, maintenant on parle d'un top 6, top 8, ESPN, The Athletic. Est-ce que vous êtes déjà tous dans ce mood-là? Est-ce que vous êtes d'accord pour le mettre aussi haut? Moi, ça me va top 6, même plus haut, je dirais. Là. de même top 6 lock. Ouais, pareil. Ouais, sur le potentiel, il est le top 5. Ok, on rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi, sur cette draft 2022, on a le troupeau de tête, l'échappé, Chet Holmgren, Paolo Banchero, Jabari Smith 2, certains y ajoutent Jaden Ivey.
Sharp serait donc juste derrière ce groupe, en tout cas chez les sites mainstream. La question qu'on se pose ce soir, est-ce qu'il mérite de faire partie de la conversation pour intégrer ce premier groupe, ce groupe de très haut niveau? Ça va être notre débat. On parle dans ce groupe de tête donc de Chet Holmgren, protecteur de cercle quasi générationnel, ou deux joueurs pouvant à terme, en tout cas ayant le potentiel pour être leader ou excellent second couteau, Banchero, Smith, voire Ivy, dans une équipe qui marche. Donc est-ce que Shaedon Sharp a ce potentiel-là? Il a les compétences pour mener ou être un des leaders offensifs d'une attaque NBA qui fonctionne bien? C'est ça la question, être le leader technique. Euh, Au départ, Shaedon Sharp est surtout à ce moment-ci de sa carrière un profil athlétique absolument incroyable. Mais ce que j'aime de lui, c'est que justement ces mouvements athlétiques-là qu'on les voit, on les voit. C'est pas juste quelqu'un qui sait courir et sauter. Athlétiquement, il est impressionnant en situation basket. C'est-à-dire, un des trucs qui est vraiment très, très fort à faire, c'est créer de la séparation avec son épaule ou avec un skill qui a un skill physique qui est très, très rare d'avoir à ce niveau-là. C'est un skill que Kyrie Irving a aussi, c'est la capacité d'arrêter net sec en transition. C'est extrêmement difficile à faire. N'importe qui a déjà joué au basket le sait que dans situation de transition, on va faire à peu près 4 pas après avoir arrêté. Lui, il est capable d'arrêter très net sec, il est capable de créer de la séparation, lâcher un tir avec n'importe qui. Son footwork est absolument génial en situation de tir. Il explose dans sa mécanique. Boom! Puis, donc, je vous dirais que techniquement parlant, il y a une courbe d'amélioration qui peut monter jusqu'en haut du tableau vraiment très, très facilement, mais que les situations simples, ça va être déjà très, très dur pour des défenseurs d'NBA de le garder sur la hanche. Les fondations sont solides, donc la dalle est coulée, comme on dit dans le bâtiment. Absolument. Je sais pas si les gars vous êtes d'accord, mais moi, ce que j'ai vu, j'ai trouvé ça béton. Bah, on va demander à Thomas, qu'est-ce que tu as à dire sur le bagage technique, handle, passing? Moi, ouais, ce qui me dérange un peu, les seuls points un peu que j'ai négatifs chez lui, je trouve son handle quand même assez moyen. Et couplé au fait qu'il n'est pas non plus un premier pas élite. Genre, on n'est pas dans la tranche de Jalen Green, par exemple, c'est clairement en dessous, je trouve, ou même de Jaden Ivey. Donc, je trouve qu'il n'a pas cette facilité encore comme un Green à passer ultra facilement son défenseur, couplé à son handle moyen. C'est le seul truc, je pense, qui peut avoir encore un petit peu de mal en situation de pur 1v1 à attaquer son défenseur et finir au cercle sur un pivot derrière. C'est le seul truc que j'aurais à redire. Sinon, ouais, pour s'arrêter, pour pull-up, c'est vraiment très très fort. Il crée bien de la séparation, comme Ben l'a dit. Il est vraiment très costaud également. Donc il peut mettre des petits coups d'épaule également. Il arrive bien à se détacher de son défenseur. Mais ouais, juste sur le combo premier pas plus handle qui a amélioré un petit peu pour être encore plus fort, plus explosif vers le cercle. C'est intéressant. Alan, est-ce que tu es d'accord avec Thomas? Sur l'explosivité sur le premier pas, je suis assez d'accord, mais c'est pas grave. En fait, je pense qu'il faut se rendre compte que Jalen Green et Jaden Ivey ou même Ja Morant sont des athlètes plus. Je trouve qu'on a peut-être banalisé même un peu l'athlète que pouvait être Jalen Green par moment l'année dernière. Sur le premier pas, tout ce que ça pouvait enchaîner et influer sur son jeu. Shaedon Sharp est un peu plus. Il est moins dans le changement d'appui brutal que ces joueurs-là. Il est plus on le catégorise plus dans la catégorie smooth, je trouve, balle en main. Mais comme ces joueurs-là, il a peut-être aussi un problème de handle, mais on parle d'un joueur qui est né en 2003. Donc, un joueur qui a toujours été un peu plus athlétique que ses adversaires, qui pouvait toujours un peu leur shooter dessus. Surtout qu'il a vraiment un niveau de shot making depuis 1 an et demi qui est extrêmement en constante amélioration et très positif. Donc je pense que ouais, le handle, je suis d'accord, c'est pas son point fort, mais comme certains joueurs, c'était pas un point extrêmement important de leur jeu à leur arrivée en NBA, et puis ils ont travaillé, et puis avec de la répétition, ça s'apprend. Sur le premier pas, je suis aussi d'accord, mais en fait, comparer un premier pas avec Jalen Green ou Jaden Ivey, c'est Oui, mais c'est pour comparer avec des gens qui sont draftés top 3-4. On comprend l'argumentaire aussi. Ouais. C'est clair. Mais c'est pour ça peut-être que c'est pas un joueur du tiers 1, peut-être que c'est plus un joueur du tiers 2 sur le fait que son premier pas
ne lui permet pas peut-être à terme d'être cet initiateur numéro un d'une attaque NBA, que ce sera peut-être plus un deuxième garde extrêmement axé sur le scoring, très fort là-dessus. La balance va peut-être se faire là-dessus. On sait tous que Shadon Sharp, je pense, sera un bon attaquant NBA. Je pense qu'on on peut le dire. Je pense que ça sera sûrement un bon attaquant NBA. La question sera, c'est est-ce que grâce au handle, grâce à la vision, grâce au premier pas, est-ce que ça peut lui ouvrir d'autres choses dans son jeu? Alors sur la vision, sur le passing, on peut lire les mots de Mike Schmitz d'ESPN qui a eu l'occasion d'assister à des entraînements cette saison à Kentucky, qui a donc vu jouer Sharp plus récemment que nous tous. Il écrit, ça date de février, il écrit que la lecture de jeu de Shadon Sharp est en forte progression, que son jeu de passe est même un peu sous-évalué par les observateurs. Non seulement donc il réagit bien à ce que propose la défense, ce qui est une bonne nouvelle parce qu'à Kentucky, on n'est pas sur des défenseurs plots. C'est plutôt athlétique, agressif. Et Schmitz, il écrit aussi, ça c'est intéressant, qu'on commence à le voir avec des lectures avancées. Alors maintenant, l'autre grande question, c'est comment le comparer avec Jaden Ivey, qui est aussi un arrière, qui est très explosif, qui jouait à Purdue. Comment on le classe au niveau des arrières de cette draft? Shadon Sharp, rôle quasi équivalent, même si Ivey a peut-être un peu plus le ballon. Manu, je te pose la question, comment on les compare? Je sais pas. C'est difficile question que tu me demandes là. Est-ce que tu les mets dans le même tiers, dans le même paquet? Ouais, non, les deux dans le tiers 2, mais je pense là ça va vraiment jouer enfin pas à l'affectif, mais à la préférence du joueur que va vouloir le GM ou le président de l'équipe qui va drafter. Parce que il y a un mec qui est vraiment pour l'instant plus shooter, donc Sharp, et un mec qui est un peu plus créatif, ultra rapide sur le premier pas, qui peut aller au cercle vraiment facilement et tenir le contact, qui est Ivey. Maintenant, c'est sur le potentiel. Est-ce que je pense que Sharp va devenir ce qu'est Ivey, ou est-ce que Ivey va pouvoir développer autre chose, notamment sur la défense, ou est-ce qu'il a déjà plus ou moins atteint son plafond? Sur le potentiel, je prends Sharp tous les jours. Après, en fait, c'est un peu comme, je le considère un peu comme Jabari Smith, c'est un joueur qui est capable d'être potentiellement trop fort sur plusieurs choses. Et ça, ce qui est Ivey, pour moi, est bloqué. Il est déjà limité il est trop fort sur l'attaque du panier, mais le shooting, j'ai encore des questionnements parce qu'il a fait une grosse saison au shooting cette année, ou sur face aux grosses équipes ou ses dernières rencontres sur la saison, il a eu beaucoup plus de mal notamment. Donc quel est son vrai niveau là-dessus? On avait le même questionnement sur Darius Garland par exemple, qui avait fait 15 matchs exceptionnels à 3 points. Là finalement ça se confirme en NBA aujourd'hui. Darius Garland qui a plutôt bien répondu aux attentes. Donc voilà, là aujourd'hui, moi je prends Sharp sur le potentiel. Je le préfère à terme, dans 4 ans. Ben, je t'ai entendu dire top 3 tout à l'heure, ou avant l'enregistrement, je sais plus trop. Non, ouais, moi, top 3, ça me gênerait pas. Comment on fait pour le comparer, Shadon Sharp, à la crème de la crème, c'est-à-dire Smith, Banchero, Holmgren? Ben, ça dépend de, une équipe, ça dépend de la vision, comment on veut jouer, est-ce qu'on est une équipe qui est déjà bien stockée en termes de grands, est-ce que c'est une équipe qui est bien stockée en termes de créateurs? D'être en bas de draft, c'est sûr que non, probablement pas. Genre, si je suis Détroit, je draft pas. Toi, je suis Détroit puis je suis troisième, je draft pas Shadon Sharp parce que je veux un des trois grands monsieur qui shoot très bien. Mais on parle, tu sais, Thomas parlait du premier pas, ce que je trouve intéressant parce que moi, je trouve que c'est un débat qui, d'année en année, perd de la pertinence parce que de plus en plus de joueurs sont capables de se montrer comme étant dominants au cercle sans avoir un premier pas d'élite. C'est-à-dire que depuis les années James Harden, Luka Doncic, qui ont montré que la décélération était aussi une arme aussi potente que l'accélération. Fait que ça m'inquiète pas tant que ça. Peut-être le handle, oui, mais le handle, comme disait Alan, ça se travaille. Ça se travaille en situation de match. Puis un joueur qui a pas peur comme Shadon Sharp, comme ça m'inquiète pas du tout. Donc, pour moi, c'est vraiment c'est le joueur de cette draft que je suis le plus
confiant que le ciel est la limite, qu'il n'y a pas de limite à qu'est-ce qu'il peut faire ou à qui il peut devenir. Je le vois avec Chet Holmgren, je le vois avec Paolo Banchero, je le vois avec Jaden Ivey, avec Jabari Smith, mais Shaedon Sharp, oui, il y a une limite potentielle, comme disait Alan, un bon attaquant en NBA, un défenseur correct, mais tout dépendant de qui est le jeune homme psychologiquement, je peux le voir absolument défoncer toutes les projections qu'on fait en lui. Là. C'est un risque à prendre, mais si on veut prendre le risque, moi, je co-signe demain matin. Ça, c'est quand même intéressant. C'est-à-dire, si on suit ta logique, si tu es un GM, tu as le premier choix, tu n'as pas de superstar offensive sur les lignes arrière, tu peux le drafter numéro 1, toi, tu dis. Oui. Surtout avec ce qui a été donné, avec sur comment Jalen Green a réagi en NBA sur le côté physique, côté physicalité. Oui, il était blessé un peu, mais la physicalité, il était capable de la prendre. Là. Puis au panier, ça n'a pas été constant pour Shaedon Sharp depuis 2 ans, mais il a montré la capacité de finir entre 3 défenseurs, de se plier en 2, de lancer un up and under, puis d'avoir des circus shots par-dessus circus shots. Fait le désaxé, comme dirait Romain Leroy. Comme dirait Romain, exactement. Il a cette capacité-là et une équipe de dernier plan va lui mettre le ballon dans les mains puis il va avoir les répétitions qu'il veut parce qu'il va mettre des fesses dans les sièges. Puis je crois que c'est juste du bon business pour n'importe quelle équipe qui est dans le top 5 de le drafter chez Shaedon Sharp. Et je pense particulièrement à Orlando qui a absolument qui crie pour un sauveur depuis des années. Mais non, c'est Franz Wagner. Thomas, visiblement, tu n'es pas dans la team Ben, tu n'as pas Sharp premier tiers. On rappelle, les tiers sont des groupes de joueurs qu'on estime avoir à peu près le même potentiel. Quel tiers chez toi et pourquoi ? Moi, j'étais justement en pleine réflexion, je viens vraiment de le regarder encore de plus en plus. Je me suis retapé des matchs à fond de lui depuis qu'il s'est déclaré. Et je pense qu'il est vraiment... J'hésite encore à la rentrer dans le tier 1, mais je pense que je vais rentrer dans le tier 1. Pourquoi aussi? Car on a une ligue qui est quand même dominée par les extérieurs qui pull up. Et dans cette draft, on en a quand même assez peu. Le seul qu'on avait de base, c'était un peu de Jaden Hardy, et au final, il a un peu flop, même si moi, je le considère quand même énormément. Donc au final, la seule grosse solution dans le top 10 derrière qui pull up, c'est Charm. Donc je pense qu'il peut garder une très très grosse valeur. Et comme l'a dit Ben, si une équipe veut sa superstar, veut sa star offensive, bah elle peut partir clairement sur Shaedon Sharp très haut. Donc non, moi je rejoins complètement. Je pense qu'il peut complètement être pris podium si une équipe a envie d'avoir le successeur offensif de sa franchise, tout simplement. Ça, c'est intéressant. Ça va dépendre évidemment des besoins des équipes. Ça fait un moment qu'on vous le dit. On y verra sans doute plus clair après la loterie. Alan, là pour l'instant on est très élogieux quand même. Gros scoreur, athlétique, shooter. Bon, il n'a pas joué de match officiel de l'année. Est-ce qu'il y a des équipes, alors qu'on a un top 4 qui paraît clair, est-ce qu'il y a des équipes qui vont risquer de le drafter top 4 alors qu'on n'est quand même pas sur de la certitude de performance ou de compétitivité ? C'est une très bonne question. En fait, on parlait de Garland tout à l'heure. Garland, il avait été pris en 5, mais parce que c'était un peu une draft à 2 joueurs et qu'après, derrière, là, faut se demander quand est-ce que Sharp n'est plus un débat pour la franchise parce que les autres top potentiels de la draft ont été pris. Et ça va dépendre de comment ils les classent dans les franchises. Mais je pense qu'en fait, tout va dépendre des interviews et des intels qui vont pouvoir récupérer. Calipari a été toujours très positif. Souvent, les gens sur Twitter, quand on parle avec eux, ils disent mais pourquoi il a pas joué? Il aurait dû jouer, il aurait dû. Ouais, mais en réalité, Shaedon Sharp, il avait tout à perdre à jouer à Kentucky cette année parce que là, on en parle comme un potentiel top 6, top 5, top 3 par moment. Il n'aurait pas pu améliorer son draft stock, quoi, quasiment en jouant à Kentucky. Donc, c'est normal qu'il ait pas joué. Et en plus, il a sauté une classe, donc il est arrivé en cours d'année et l'équipe était pas formée pour lui. C'était l'équipe de Ty Ty Washington et de Xavier Wheeler avec tous les transferts qui devaient se passer. Donc, il n'avait pas vraiment d'intérêt à jouer. Donc, cet argument-là, je pense que les équipes, elles vont pas trop le prendre en compte. Ce qu'elles vont plutôt rechercher, c'est, bah ouais, comment il se comporte dans les différents contextes qu'il a joué, comment il se comportait à Kentucky aux entraînements,
comment ça se passe, la cellule familiale et tout ça. Donc ça, ils vont faire leur enquête. Moi, je pense quand même que, Oui. dans mon idée que j'ai, je pense que Chet et Banchero sont au-dessus, honnêtement. C'est les deux joueurs de mon tier 1. Par contre, après, Sharp, je drafterais Sharp devant Jabari Smith, honnêtement. Et devant, j'ai un petit peu, j'hésiterais avec Jaden Ivey, j'hésiterais avec AJ Griffin, qu'on n'a pas mentionné, mais qui pour moi est aussi assez haut. Mais c'est assez personnel. Dans certaines mocks, il est un peu plus bas. Je pense qu'il y aura ça va être en tout cas le joueur sur lequel les enquêtes vont être les plus fortes sur l'investissement terrain, la cellule familiale et tout ça. Mais je pense qu'on a déjà vu dans le passé que c'est pas parce que t'as pas joué NCAA ou que t'as joué peu qu'on te drafte pas. Comme on l'a dit, les équipes, elles le suivent depuis qu'elle a 15-16 ans, Jalen Sharp. Donc il est connu en fait. Pour finir là-dessus, Ben, ce mentor de Sheldon Sharp, qui a un peu entourloupé tout le monde à Kentucky, il disait il va jouer l'an prochain, c'est sûr. Dans le même temps, il allait voir les franchises NBA en leur disant vous inquiétez pas, il va à la draft. Est-ce que ça fait pas un peu beau papa Zion Williamson, cette histoire? Peut-être, mais je crois que je veux dire, ce nombre de personnages-là se multiplie autour des jeunes joueurs depuis quelques années. Donc, je veux dire, si j'étais Kentucky, je me serais attendu à quelque chose du genre, là. Le truc, c'est ils sont pas attendus à ça parce que là, de ce qu'on lit un peu, ils avaient pas prévu ça pour l'année prochaine, quoi. Et donc là, je pense, Oui, ils sont un peu sur le cul. c'est ça, parce que en gros, ils pensaient avoir vraiment Sharp en leader de l'équipe avec leurs deux recrues à côté, donc Kayson Wallace et Chris Livingston. Mais en fait, ça va pas trop se passer comme ça. Et je pense qu'ils sont un peu. C'est pour ça que là, ils ont pris un transfert aujourd'hui qui a été signé. Je pense que c'est un peu la panique pour eux. Là. En tout cas, Calipari a dit qu'il apporterait tout son soutien à Sharp pour le processus pré-draft. On peut conclure là-dessus. On a été un peu long, peut-être, sur lui, mais bon, top 5 potentiel. Donc ça les vaut. Passons à Leonard Miller, messieurs, canadiens aussi. Qu'est-ce qu'on en sait, Alan, physiquement, niveau basket, etc. Dessine-nous au moins les contours. C'est super bizarre parce que je l'ai pas vu jouer pendant 2 ans et là, vu qu'il s'est remis qu'il a annoncé qu'il pouvait être candidat à la draft, on a été obligé de se replonger dans le dossier parce que lui, en fait aussi, il était avec Sheldon Sharp et à cette championnat des Amériques U16. Alors il jouait assez peu. J'ai retapé des matchs là, ça faisait bizarre de revoir. D'ailleurs, cette équipe de Team USA avec Jalen Duren, Amari Bailey, Adrian AJ Griffin et tout, enfin c'était assez impressionnant à voir. Donc ils ont joué le Canada et ben en fait Leonard Miller il faisait 15 cm de moins qu'il fait aujourd'hui. Enfin, Leonard Miller, c'était un poste 2-3, 2+2 qui était tireur gaucher. Et aujourd'hui, alors les mensurations elles sont ce qu'elles sont, mais il fait quasiment 2-7, 2-8, je pense. Il est toujours gaucher bien sûr. Et 2-8, ouais. Et en fait, il a joué le Nike Cup Summit il y a 3 semaines. Donc cet affrontement entre les meilleurs U18 américains et les meilleurs U18 du monde, dont 2 Français étaient dans l'équipe monde. Leonard Miller était titulaire au poste 4. Et donc on a vraiment vu, pour moi, un profil de stretch 4, tireur. J'ai bien aimé sa capacité il sait ce que la défense, comment la défense va le défendre en fait. Sur tous les matchs que j'ai vus, il comprend on sait que c'est un stretch fort qui tire, donc quand il y a des close-out forts sur lui, il est capable de poser le ballon main droite ou main gauche, puis ensuite faire un décalage. Il attaque bien les close-out. Je pense que c'est un joueur qui peut vivre en NBA sur son tir. Mais c'est pas le joueur que j'ai le plus vu récemment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est il y a une croissance qui s'est faite depuis 2 ans et demi. Il a grandi, il est devenu plus costaud. Le tir est toujours là. Et ça, c'est intéressant. Et le tir et le handle sont toujours là, par contre. Thomas, est-ce que tu valides cette analyse? Tu as vu jouer Miller aussi, hein? Moi, je le trouve moins bon que dit Alan sur le tir. Je trouve il est encore trop irrégulier dans sa mécanique. On voit ses jambes qui partent souvent en vrille, ça se croise, ça se touche. C'est vraiment très irrégulier. Au Nike Cup Summit, il a bien shooté. Je crois il fait 2 sur 4. Mais sinon, les matchs que j'ai vus il y a 1 ou 2 ans, c'était clairement moins bien, même s'il y a une évolution. Sa grande taille lui permet de jouer ce poste 4. Moi, j'aime bien le fait qu'il puisse poser la balle, voilà, qu'il puisse attaquer les close-outs, il est athlétique. Donc, c'est vraiment très intéressant. Avec sa grande taille, ça en fait un profil de choix pour la NBA. Je le trouve assez complet, mais encore vraiment pas mal brut, je trouve. Après, il est très très jeune. Il a que 18 ans
et Kel, donc à voir s'il garde cette année, mais je pense que c'est un vrai gros prospect à garder, peut-être pas pour cette année, mais en tout cas pour l'année prochaine, je pense qu'il peut revenir très fort. Tu penses qu'il va pas se présenter finalement? Bah, je suis pas sûr qu'il a des garanties d'avoir un first pick, et je pense qu'avec tout le talent qu'il a, en faisant une année high school, en faisant une année NCAA, pardon, ou en G League, j'ai vu qu'il était intéressé par la G League aussi notamment. Je pense qu'avec toutes les qualités qu'il a, il pourrait vraiment faire un gros boost sur sa cote et attaquer avec une beaucoup plus grosse valeur l'année prochaine, par exemple. Vu qu'il aura toujours que 19 ans et qu'elle, du coup. C'est vrai qu'il y a des options G-League, Overtime, NBL. Ben, tu l'as vu jouer récemment, c'est ça? C'était NACUP Summit? J'ai vu la classique BioSteel, qui est un peu l'équivalent du McDonald's All-American pour le Canada. Il vient d'où l'ami Léonard Miller? Il vient d'un endroit qui s'appelle Fort-Erie en Ontario. Et il y a une prépa là-bas. Il a fait tout son high school à la prépa là-bas. Il a vraiment été très discret. C'est une personnalité très discrète aussi, Leonard Miller. Mais pour enchérir sur ce que Thomas racontait, dans la classique BioSteel, justement, son tir est un peu et est un peu écoutez, ben, irrégulier. Il y a la mécanique de tir la plus divertissante de toute la draft. Il a l'air d'un personnage de jeu vidéo qui lance des bombes à partir de mi-terrain. Moi, il me divertit beaucoup, pardon. Leonard Miller. Quelque chose que j'aime bien aussi chez lui, comme Alan disait, c'était un poste 2 avant et il a le jeu d'un poste 2 encore. C'est un très bon joueur en transition. Je sais que je râle beaucoup contre les gens qui disent qu'un joueur de 18 ans est bon en transition, mais ce qui différencie Leonard Miller, c'est qu'il est capable de faire des lectures en transition et souvent de faire des changements de vitesse très rapides pour battre son homme, des changements de vitesse, des changements de direction très rapides pour battre son homme, ce qui est très impressionnant pour un gars de son âge et de sa grandeur aussi, parce qu'il fait seulement 2,8 m. Et c'est vraiment un profil très atypique, très étrange. C'est un athlète très horizontal, c'est-à-dire c'est l'agilité, c'est la manière de se déplacer plus que c'est la verticalité qui est impressionnante chez lui. À la classique BioSteel, il s'est fait manger un petit peu au bloc. Il s'est fait bloquer par Elijah Fisher, entre autres, qui est un autre gros prospect canadien qui arrive l'année prochaine. Mais latéralement parlant, c'est un gars qui est très rapide, qui a des excellents réflexes, puis justement qui va être qui va être avec une équipe qui est solide défensivement, qui va vraiment être un plus, puis qui est capable d'aller chercher des points très rapidement. Pas un mauvais passeur non plus. Il a pas récolté de passes décisives dans la classique BioSteel, mais c'est pas un mauvais passeur. C'est pas un gars avec une vision incroyable, mais c'est un gars qui fait la bonne lecture de jeu, toujours un joueur intéressant. Moi, j'aime beaucoup. J'étais très heureux quand j'ai entendu qu'il testait la draft cette année. Là. Moi, personnellement, je crois, 24e dans mon big board. Alors Manu, est-ce qu'il a des chances d'être drafté au premier tour, Léonard Miller? Je sais pas trop si je suis la meilleure personne, je l'ai vu qu'au NACUP Summit. Donc après, s'il reste, je pense c'est qu'il a une promesse de premier tour. Parce qu'autrement, je vois pas trop l'intérêt qu'il aurait de un peu risqué d'être second tour, de tomber jusqu'au second tour. Autant, si le potentiel est là comme on l'a pu le voir, autant rester faire un an en NCAA, G-League ou est-ce qu'il veut faire, et montrer que c'est vraiment un lottery pick, quoi, et d'aller chercher la meilleure place possible. Toi, il t'a paru légitime au Nike Hoop Summit par rapport au poste 3-4 de ce genre d'événements qui sont généralement pas loin d'être prospect NBA? Ouais, honnêtement, c'était la première fois que je le voyais et j'ai vraiment apprécié le joueur, les flashs à la passe, à la création. J'ai beaucoup aimé. Le shoot m'est pas resté, mais j'ai vu qu'il pouvait shooter, donc à voir après selon ce qui a été dit, comment ça va évoluer. Après, Hugues en privé nous disait qu'il a grandi assez vite et du coup, c'est assez intéressant aussi de savoir que justement, il a joué un peu plus jeune avec le ballon et que maintenant il en a un peu éloigné, mais qui va pouvoir avoir la balle en main sur quelques séquences. Donc moi je trouvais ça assez intéressant. Après j'ai un petit hic sur la taille parce que moi j'ai vu 3 tailles différentes. Lui s'annonce à 6'11", le Hoop Summit l'annonce à 6'9",
Et tout à l'heure, j'ai vu 6'8". Alors, je sais pas trop sur quel pied danser là-dessus. On va dire 2m7, 2m8 à peu près. Il y a toujours une fourchette en chaussures ou pas, ça dépend des facs. Alan, tu nous raconteras ça quand tu seras aux USA. Ouais. Ouais, je pense que c'est toujours dans l'intérêt du joueur, quoi, en vrai. Ouais, je pense que c'est un peu fait bizarrement, hein. On peut le voir sur la NGNT quand on y est. Des fois, c'est un peu YOLO, hein, honnêtement, sur les sur les infos qui sont données. Ouais, c'est vrai. T'as un mec qui a annoncé à 2 mètres, l'autre à 2,10, ils font la même taille sur le terrain. Tu dis what the fuck. Oui, c'est un peu la volonté Donc, du joueur, effectivement. Léonard Miller, la question. Il vaut mieux qu'il y aille ou pas, Alan? C'est une super bonne question. Je pense que son profil peut attirer en fin de premier tour. On a déjà vu des joueurs pas faire une. La rareté dont Thomas parlait pour Sharp, elle est là aussi, hein, pour Miller, en termes de profil. Elle est moindre, puis en fait, il y a le double argument de l'inconnu et de la jeunesse aussi qui font que des équipes peuvent se dire, comme Portland avait fait avec Anthony Simons, alors qu'il fait pas son année, qu'il est toujours en high school. Et Darius Bazley, c'est pareil. Il y a ces joueurs-là se sont quand même fait drafter alors qu'ils arrivaient et qu'on pouvait se poser des questions sur le contexte et sur pourquoi ils sont là alors qu'ils pourraient aller en NCAA, c'est clair. Je pense que s'il a la promesse, il va rester, bien sûr, c'est dans son intérêt. Je pense par contre que son profil peut intéresser des franchises qui draftent des profils différents. Et moi, je pense que en fait, je vois bien OKC le drafter avec un de ses pics. Ils vont peut-être arrêter un moment au KC de drafter des joueurs Ouais, mais quasi inconnus. ça fait 3 drafts de suite qu'ils n'ont pas drafté un joueur en NCAA, donc enfin à part Treman, mais donc au premier tour, donc Josh Giddey et compagnie. Donc je sais pas. En fait, je pense que l'argument de la jeunesse, de l'inconnu, font que il peut avoir sa place il peut plus attirer que des joueurs que les équipes qui ont vu 3-4 ans college, qu'elles connaissent et qu'elles peuvent se dire bon, je sais ce que je peux acheter avec ce joueur-là, mais peut-être que Miller, je peux un peu le modeler différemment. Par contre, ce qui est sûr, c'est que pour moi, s'il y va, c'est G-League l'année prochaine à gogo. Contrairement à Sharp, qui aura des minutes, surtout s'il est drafté top 10. Thomas, as-tu des choses à ajouter sur Léonard Miller? Non, je pense que tout a été dit. Franchement, trop de potentiel pour moi, pour ne pas forcément être pris au premier tour cette année. S'il a pas de promesse, pour moi, faut attendre et viser très haut l'année prochaine, car le profil est trop intriguant, la combinaison de taille, de shoot, de pouvoir poser la balle, de vitesse, de qualité athlétique. Donc, pour moi, trop intéressant. Donc, si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine et potentiellement très haut. Parfait, très bonne conclusion. Léonard Miller, le Canadien, allez voir sa fiche, c'est celle de Shaedon Sharp sur envergure.co. Des milliers de fiches de joueurs, tous nos podcasts, toutes nos vidéos. Allez-y, abonnez-vous sur la plateforme d'écoute, que ce soit Deezer, Spotify ou autre. Sur YouTube aussi, sur Twitch. Et si ce qu'on fait vous plaît, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Thomas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de l'invitation, ça fait plaisir. Et bravo pour ton taf à retrouver donc sur Twitter AZK, mais tu as aussi une chaîne YouTube avec des scouting reports en vidéo. Exactement, et dans la description du Twitter. Voilà, c'est carré, c'est frais. Merci à toi Thomas. Et Manu, Ben, Alan, on continue le taf, nous, jusqu'à la draft. On vous retrouve très bientôt et on vous fait tous des bisous.